Bienvenue au grand rendez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là. C'était donc la météo, les prévisions météorologiques à travers lesquelles on remercie tous ceux qui nous suivent depuis Nati Tengu ce soir. Merci à vous pour l'attention, pour la fidélité. Le grand rendez-vous ce soir prévoit recevoir sur ce plateau Roland Ribou. Il est président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Avec lui, on parle d'anacade et transformation des défis qui s'imposent. Et ce sera avec Estelle Pazou, votre chroniqueuse Monde agricole. Nature et bien-être reçoit ce soir Herman Degla, expert en neurosciences, pour parler de la santé des enfants. Un sommeil de qualité est primordial. Dans Horizon Culture, on reçoit Brice Bonou pour parler du théâtre au Bénin. L'espoir est permis. Il est un expert en théâtre. On va le recevoir en fin d'émission si tout va bien. Et puis notre expert ce soir, Fabrice Nounaon, il est président de la formation Porto Capital pour parler des défis qui restent à relever pour un réel développement de la ville de Porto Novo. Voilà donc ce qui est prévu pour le grand rendez-vous de ce soir. Tout de suite, on retrouve Nadège Sani de l'autre côté de la rédaction pour le menu du 19h45. Nadège, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'annoncer dans le 19h45 ce soir, on s'intéresse aux normes à respecter pour la réalisation d'un spot publicitaire. Également dans cette édition, on fera le bilan du secteur de la mode au Bénin, un secteur en pleine expansion qui peut contribuer au développement de la culture. Et puis, un artiste britannique donne désormais la forme du corps humain à ses nouvelles sculptures. Nous vous emmènerons à sa découverte dans cette édition. Merci donc à vous, Nadège Sani. On poursuit le grand rendez-vous ici et le tout premier plateau, le tout premier invité à recevoir ici, Roland Ribou dans Monde agricole. Et voilà. Estelle Pazou reçoit tout à l'heure Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, pour parler d'anacade et transformation. Mais d'abord, on suit ce reportage qu'elle a réalisé. Spécifiquement la noix de cajou, je dois être honnête avec vous, rien ne se fait. Jusque-là, il n'y a pas encore un intérêt vraiment poussé à cette filière-là. C'est vraiment un enjeu à défendre. Faudrait-il en dire davantage?
En tout cas, la filière anacarde au Bénin pourrait mieux se porter. Déjà, les chiffres en matière de production et d'exportation évoluent et sont en nette progression. Reste alors le défi de la transformation. Les potentialités offertes jusque-là sont exploitées de façon marginale. Seulement le tiers de la production nationale de cajou est transformé. Il existe en effet très peu d'unités de transformation de la noix à l'échelle industrielle. Celles qui fonctionnent sont encore très artisanales avec des procédés de décortiquage qui n'ont plus cours. Elles produisent essentiellement pour le marché domestique et la sous-région. Pourtant, la noix de cajou au Bénin est d'une excellente qualité et surtout de notoriété internationale. Les produits de noix d'acajou, ça coule très bien. On n'a jamais eu de plainte. Jamais eu de plainte des clients. Et les clients sont fidèles. Il y a beaucoup de Béninois, surtout les étrangers. Nous, on amène ça quand on voyage en Inde et on amène ça beaucoup. Outre la noix, les transformateurs ont une autre trouvaille, la transformation de la pomme de cajou en jus. Ici aussi, le travail se fait de façon manuelle. Il n'existe que de petites unités qui sont pour la plupart informelles et qui évoluent en vase clos. Au lieu donc d'être un atout, la transformation se dresse comme difficulté à la valorisation de l'anacarde. Au compteur s'ajoute la non-maîtrise des prix en conformité avec les cours internationaux. Que ne gagnerait pas le Bénin à dépasser ces difficultés et à concentrer assez d'énergie à la valorisation de la noix de cajou? D'abord, se positionner sur un marché de plusieurs pays comme l'Inde qui ne demande qu'à être approvisionné. Ensuite, contribuer à l'amélioration de la variation des sources de revenus agricoles et enfin à l'augmentation des recettes de l'État. Le thème de la campagne de commercialisation 2017-2018, qui prend en compte l'installation de plus d'unités de transformation de cajou dans notre pays, est peut-être un début de solution. Et on retrouve Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alandé. Comment vous allez? Anacarde, je vais très bien. Et vous? Ça va très bien aussi. D'accord. On reçoit aujourd'hui le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Monsieur Ribou, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. On parle anacarde et il paraît que 10% seulement des produits dérivés de l'anacarde sont transformés. 10% seulement, n'est-ce pas? Vous allez détailler tout ça avec Estelle tout de suite. Ouais. On va déjà commencer par faire l'état des lieux de la transformation de la noix de cajou au Bénin. Monsieur Ribou. Merci. Donc, quelques chiffres. Tout d'abord, quelle est la production de noix brutes? C'est, disons, entre 100 et 130 000 tonnes annuellement. Et il y a un projet, le PAG prévoit de faire passer cette quantité à 300 000 tonnes, mais pour l'instant, on doit raisonner sur la base de 130 000 tonnes. Par rapport à ça, il y a 10 unités de transformation de différentes tailles. Et les capacités ont évolué récemment, donc jusqu'en 2015, on était à peine à 10 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 27 000 tonnes à peu près de capacité. Par contre, la transformation elle-même, c'est-à-dire l'utilisation de ces capacités, est bien inférieure. Jusqu'en 2015, c'était entre 2 et 5 000 tonnes. Et l'année dernière, 2017, les derniers chiffres dont on dispose, c'était 12 700. Donc, par rapport à un maximum de 130 000 tonnes, on est à peine à 10% de transformation de la noix brute. Ça veut dire qu'il reste encore 90% de la production nationale qui n'est pas transformée. Tout à fait, qui pourrait l'être, oui. Que gagnerait le Bénin un jour à transformer toute cette production-là? Ouf, ce sont des chiffres qui sont très intéressants. Donc, au point de vue de la vente d'amandes transformées, donc si on transformait toute la quantité, on serait du côté de, disons, 300 millions de dollars à peu près, puisque ça se vend en dollars, ce qui représenterait 150 milliards de francs CFA. Wow. Et alors, maintenant, voyons l'autre intérêt, c'est que cette transformation emploie des femmes en grand nombre pour le dépelliculage et pour le tri, puisqu'il y a 27 catégories
d'amandes ou de morceaux d'amandes ou de poussière d'amandes. 27 catégories, oui. Donc tout à fait, il y a un travail à faire. Une fois qu'on a décortiqué les amandes, il faut les trier en excellentes, moins bonnes, une petite tache, cassée en 2, cassée en 3, cassée en 1000 morceaux. Donc tout ça, c'est un travail. Et donc on pourra employer 13 000 femmes qui, d'après l'expérience que nous avons, parce qu'en fait, on est présenté comme le président du CIPB, ce que je suis effectivement, et avec un projet qui s'appelle Cajou Demain. Je suis aussi le président directeur général de Flux d'Or Bénin. Et nous avons une unité qui se trouve à Cana, où on emploie actuellement 1200 femmes. Donc, je connais bien le sujet, et c'est un sujet qui me passionne, puisque le Bénin pourrait en faire une filière extrêmement importante, vraiment le double de ce que fait actuellement la filière coton, puisque donc on parlait de 300 millions de dollars à 130 000 tonnes. Si on était, comme le souhaite le président de la République, dans le cadre du PAG, à 300 000 tonnes, on Est-ce que c'est possible face aux réalités que surtout vivent les producteurs? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de doubler? Il y a deux éléments. Bon, presque triplé. Il y a deux éléments. Il y a un élément qui est le planter. Pour ça, il faut qu'il y ait un esprit planteur au Bénin, que les gens, comme en Côte d'Ivoire, se passionnent pour la plantation. Mais ce n'est pas trop difficile. Actuellement, les prix sont extrêmement élevés et ceux qui ont planté gagnent beaucoup d'argent. Donc, pour ce qui est de la partie purement production de noix brutes, a priori, bon, il y a un gros travail à faire de pépinière, parce que ça, c'est le travail un peu de l'État d'encadrer la filière, d'organiser ce système de pépinière. Par exemple, l'année dernière, je crois que seulement 40% des besoins en arbres nouveaux ont pu être satisfaits. Donc il y a un engouement, mais il y a un manque aussi. Donc ça, c'est une partie du travail qui doit être fait par l'État, en réalité, encadré, suscité, bon, aussi par le privé. Nous, notre souhait dans Cajou Demain, ce serait donc CIPB, ce serait qu'effectivement des gens se passionnent pour devenir pépiniériste. C'est quelque chose qui rapporte de l'argent aussi, et de façon à ce qu'ensuite toute la chaîne suive. Mais je disais les chiffres, si on arrive à donc 300 000 tonnes, ce qui, je répète, n'est pas un problème. Si on les transforme, c'est un problème, ça on va en parler. Mais si on produit déjà ça, on arrive à, bon, disons c'est 200 millions de dollars pour 130 000 tonnes brutes, ce serait à peu près 600 000, oui, facilement le double, 600 millions de dollars de gagner si on arrivait à produire tout cela en brut. Après, effectivement, il y a le problème de la transformation. Alors, vous avez parlé de 150 milliards de francs CFA que le Bénin gagnerait si le pays arrivait à transformer toute la production de noix de cajou. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne peut-on pas transformer ici, chez nous, tout ce que nous produisons comme noix de cajou? Bon, il y a un marché qui est un marché un peu spécial. Vous avez deux énormes concurrents. Non, pas le marché béninois, le marché international, puisqu'on s'adresse sur le marché international. Les quantités qui sont vendues sur le marché national ne sont pas significatives. Par contre, à l'international, vous avez le Vietnam et l'Inde. Alors, quand on dit, par exemple, le Bénin, l'année dernière, a transformé presque 13 000 tonnes, l'Inde, c'est 1 300 000 tonnes, et le Vietnam, c'est 1 600 000 tonnes. Donc, ce sont deux clients du Bénin qui viennent ici pour ramasser nos noix. Et ils les payent tellement cher que ça devient très difficile pour les transformateurs installés ici de faire concurrence à ces gens qui viennent acheter. Quelle est la logique? Du côté du Vietnam, les Vietnamiens, on connaît leur réputation, ce sont des gens acharnés qui sont très durs au travail, et ils ont monté une industrie à partir de rien. Leur production locale de noix de cajou, c'est 260 000 tonnes. Et ils transforment 1 600 000 tonnes. Donc l'essentiel venant d'Afrique d'ailleurs. Ils en achètent dans d'autres pays comme le Bénin? Tout à fait, ils achètent en fait, par exemple, donc ils achètent sur les deux hémisphères. Ils achètent en Afrique de l'Est, donc Tanzanie, Mozambique, et ils viennent acheter ici Nigeria, Bénin. La Côte d'Ivoire aussi en produit? Côte d'Ivoire énormément. La Côte d'Ivoire, vous le savez peut-être, c'est le premier producteur mondial, avec 700 000 tonnes de production, et bientôt 1 million de tonnes. Donc voilà, mais nous-mêmes, les transformateurs, nous avons beaucoup de difficultés, parce que
Les handicaps sont nombreux. Les handicaps, c'est quoi? C'est d'abord d'acheter des machines loin de chez nous. On va les acheter en Inde, au Vietnam, alors que eux les achètent chez eux. Donc ça représente déjà des surcoûts importants pour l'achat, pour le transport, les pièces détachées qui doivent être conservées en grande quantité. Ça, c'est déjà un premier aspect. Le Vietnam, en plus, a une politique soutenue par l'État. Ils changent leurs machines tous les 2 ans. Donc ça veut dire que dès que la machine, parce qu'il y a une évolution technologique assez rapide, donc la machine est un peu obsolète pour eux, ben, ils nous la vendent ici. Donc nous, on travaille déjà avec des machines, je ne dis pas Fluidor, mais enfin d'autres vont acheter naturellement à des prix cassés des machines qui sont moins performantes. Ensuite, nos travailleurs, les femmes et autres ne sont pas encore bien formés, il faut les former, ça prend beaucoup de temps. C'est un autre aspect. Après, vous avez le fait que le Vietnam, par exemple, achète l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, ils achètent l'année. Donc au fur et à mesure, ils ne stockent pas. Ils achètent, ils produisent. Nous-mêmes, nous stockons, puisqu'on achète pendant 2 mois, février, mars, et puis un peu avril. Et puis ensuite, pendant les 10 autres mois, le stock, il faut le financer, et puis il faut l'utiliser. Ce qui veut dire d'ailleurs que beaucoup de petits transformateurs, parmi les 10, n'ont pas les reins assez solides pour pouvoir transformer pendant longtemps. S'ils ne transforment pas pendant longtemps, ça veut dire qu'ils vont employer des femmes pendant 2 ou 3 mois. Donc elles n'auront pas l'habitude, la dextérité nécessaire qui est le cas des Vietnamiennes, par exemple. Vous voyez ? Et justement, que faut-il mettre en place aujourd'hui pour une réelle politique pour la transformation de la noix? Parce que le Bénin en a besoin réellement. Oui, tout à fait. Ben, il est clair que par rapport à de tels handicaps, et face à ces 2 géants, la seule solution, c'est un soutien important de l'État. Et dans ce domaine, il y a des modèles, je pourrais dire, hein. À partir du plus loin, le Mozambique. Donc au Mozambique, pendant 2 ou 3 mois, on ne peut pas exporter de noix de cajou tant qu'on n'a pas satisfait les besoins des transformateurs à un prix défini. La Tanzanie, c'est encore pire, je veux dire, ou encore mieux. C'est l'État qui achète tout et puis qui ensuite distribue soit aux transformateurs, soit aux exportateurs. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est quand même un peu un modèle. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un peu différent. La Côte d'Ivoire, d'abord, il y a une taxe à exportation, ou des taxes à exportation, qui s'élèvent à peu près à $300 la tonne, à comparer aux $100 du Bénin. Alors, imaginez, donc le Bénin a un handicap supplémentaire, c'est qu'avant d'aller en Côte d'Ivoire, les gens viennent ici. Et ils peuvent payer bien plus cher, puisqu'ils ont une taxe relativement faible. Donc, on peut revoir déjà cet aspect-là. Ce serait bien, oui. La taxe à l'exportation au Bénin aussi. Oui, elle est trop faible, oui. Bien sûr, 60 CFA, c'est pas insuffisant. C'est-à-dire, je veux dire, par rapport à une taxe plus élevée ailleurs, qui décourage les gens d'aller vers cette ailleurs et les fait venir chez nous. Après, ils ont décidé que lorsqu'un exportateur va exporter, 15% de ce qu'il va exporter, eh bien non, il ne pourra pas l'exporter, il devra le vendre, le céder à un prix convenu à un transformateur. Et le troisième point, c'est qu'à partir de ces sommes, les $300 qui sont perçus sur l'exportation, eh bien, ça permet de donner des subventions à ceux qui transforment. Et la subvention, je crois, à ma connaissance, serait de 400 francs CFA le kilo d'amandes exportées. Donc, tout ça fait que la Côte d'Ivoire a une perspective de pouvoir augmenter sa production. Nous-mêmes, donc, nous attendons d'avoir une véritable politique qui puisse favoriser les transformateurs. Et donc, nous pouvons calquer les mesures de la Côte d'Ivoire au Bénin pour réellement organiser le secteur de la noix de cajou. Je pense, oui, je pense. Alors, la première étape, c'est, bon, ça a déjà été commencé par le gouvernement, c'est de mieux organiser les exportateurs. Jusqu'ici, on avait une foule de petits exportateurs qui venaient acheter quelques tonnes, repartaient sans payer quoi que ce soit, etc. Bon, il faut aussi gérer les frontières, parce que lorsque vous avez une taxe de 60 CFA le kilo ici au Bénin, forcément les gens vont avoir tendance à exporter vers le Nigeria ou vers le Togo. Donc ça, il faut qu'il y ait un contrôle sévère. Ensuite, il faudrait effectivement que d'une façon ou d'une autre, on puisse donner aux transformateurs la possibilité de s'approvisionner avant qu'on songe à exporter et fixer un prix raisonnable. Par exemple, l'État a fixé un prix plancher cette année de 650 CFA la noix brute. Bon, pourquoi pas qu'on en fasse le prix qui est pour être livré aux transformateurs. Pour les planteurs, ce sera une occasion excellente, puisque le planteur, je ne sais pas combien il peut dépenser, peut-être 100 CFA, 200 CFA maximum, pour simplement récolter ses noix, puisque les noix, elles poussent tous les ans, si vous voulez. C'est pas comme le coton. Les 10% déjà transformés,
Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces produits-là? La qualité est bonne, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que cette année, pour chaque tonne qui va être exportée, c'est une perte de 150 $, 75 000 CFA pour le transformateur. Donc on fait des pertes. Donc on n'est pas comme le Vietnam en train de faire un petit profit de 3-4%, une marge. On fait des pertes. Donc ça veut dire que qui va être incité, nous par exemple en tant que Fluidor, nous devions monter notre capacité à 18 000 tonnes l'année prochaine, 2000 cette année, on s'est arrêté. On est pour l'instant à 7 500, 8 000 tonnes, parce que plus on produit, plus on perd. Donc ce n'est pas une bonne solution. Donc il y a vraiment une urgence à revoir la politique de la transformation de la noix de cajou. Tout à fait. Merci à vous, Monsieur Roland Ribou. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le grand rendez-vous SL Pazou. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, heureuse d'annoncer. Voilà, merci. Excellent week-end à vous déjà. Merci. Merci également à vous, Monsieur Roland Ribou, merci président beaucoup du Conseil des investisseurs privés au Bénin, qui nous parlait de l'ANACAD et la transformation, les défis ESIX. Et il en a parlé. Après donc Roland Ribou dans Monde Agricole, on va recevoir un expert ici pour parler du développement de la capitale, Porto Novo. Notre expert ce soir, Fabrice Nounan, il est président de la Fondation Porto Capital. Porto Capital pour parler du développement, un réel développement de la ville de Porto Novo. Monsieur Nounan, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, la Fondation Porto Capital, pour quel objectif? Alors, de prime abord, je tiens à vous remercier et à travers vous, la chaîne BB24 qui nous offre l'occasion de parler de Porto Novo. Parce que le problème de Porto Novo, plus nous en allons parler et plus vite nous allons trouver une solution. Et donc, je suis ici en tant que président de la Fondation Porto Capital, qui est une organisation citoyenne au service du rayonnement et du développement de Porto Novo. Pour aller un peu plus dans le détail, la Fondation Porto Capital est basée sur un modèle qu'on appelle Fondation territoriale. Ce modèle est né d'un concept qui est apparu aux États-Unis sous le thème de Community Foundation. Donc l'objectif au départ, c'était de réunir les forces du territoire autour des problématiques de développement de leur ville. Donc c'est sur ce modèle que, après il y a eu les fondations communautaires qui sont aussi une adaptation des Community Foundation, et aujourd'hui on parle plus de fondations territoriales. Donc c'est sur ce modèle que nous avons créé la fondation territoriale dans l'objectif de mobiliser les ressources du territoire, les ressources privées et l'engagement solidaire des citoyens pour le développement de la ville. D'accord. Mais pour le développement de la ville, qu'est-ce qui vous a amené à penser au développement de la ville? Parce que Porto Novo, c'est vrai, tout le monde se demande si c'est réellement la capitale aujourd'hui, parce que plus d'attributs lui consacrant ce nom-là. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le nom de la fondation, c'est Porto Capital. Porto pour diminutif de Porto Novo, et Capital pour rappeler le statut de capitale de Porto Novo. Capital aussi donc pour dire que le développement de Porto Novo est capital, donc Porto Capital. Et vous verrez le logo de la fondation aussi qui représente une antilope au galop. L'antilope, en fait, c'est le fondateur de la ville de Porto Novo, Te Agbanli. Et ici, l'antilope est au galop pour montrer que Porto Novo prend son envol. Effectivement, il y a un problème et c'est d'ailleurs ça qui nous a poussé à créer cette fondation. Porto Novo, en tant que capitale aujourd'hui, n'a rien d'une capitale. Je me demande même s'il y a une ville dans ce monde, une capitale dans ce monde qui a l'état de Porto Novo. Effectivement, le problème de Porto Novo date d'il y a longtemps. Et un brillant professeur a écrit un ouvrage dessus, Porto Novo des capitales du Bénin. Et Porto Novo des capitales du Bénin. C'est le professeur Agossou que je salue ici. On a eu plusieurs échanges avec lui. Et c'est d'ailleurs ce livre, en lisant ce livre, que nous avons eu cette motivation de créer une fondation pour Porto Novo. Eh bien là, quels sont les réels problèmes de cette ville-là, de la capitale? Déjà, Porto Novo n'a pas ses attributs de capitale. Les attributs de capitale, déjà, il y a les symboles de la République. Les sièges des grandes institutions, la présidence de la République. Nous avons seulement l'Assemblée nationale et 1 ou 2 ou 3 ministères et quelques directions. Et tout dernièrement, un ministre a eu l'idée
de déplacer son ministère vers Porto-Novo. Oui. Nous avons salué en son temps cette décision, mais après, dans la mise en œuvre, ça n'a pas été effectif. Donc, nous espérons que les démarches sont en cours pour que cela soit effectif. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y aura plus d'institutions à Porto-Novo, forcément, il y aura plus de populations qui vont venir, il y aura plus d'activités, et cela va amener la ville à se développer. Mais est-ce qu'il faudra aujourd'hui délocaliser toutes ces institutions-là de Cotonou pour Porto-Novo, pour faire d'elle la ville capitale? D'ailleurs, même notre combat ne se situe pas surtout au niveau du transfert des institutions à Porto-Novo. On peut même laisser les institutions à Cotonou, mais il faut revoir la modernisation de Porto-Novo. En quoi faisant? Aujourd'hui, par exemple, Porto-Novo est une très belle ville. Moi, je le clame, je le dis, Porto-Novo est une très belle ville. Mais dans cet état, est-ce que Porto-Novo est vraiment une très belle ville avec la saleté? Laissez-moi terminer, c'est-à-dire... Il fait très bon vivre à Porto-Novo. Vous avez, par rapport à Cotonou ou d'autres villes, Porto-Novo est très peu pollué. Mais effectivement, Porto-Novo n'a pas su profiter de ces atouts-là parce qu'effectivement, la ville a été négligée. Et donc, nous, aujourd'hui, nous voulons quand même... C'est vrai que la première responsabilité, c'est l'État central. Ensuite, l'État et l'administration locale, mais aussi les citoyens. Donc, nous, au niveau de la Fondation, nous voulons mobiliser les citoyens pour qu'ensemble, nous puissions apporter notre part au développement de Porto-Novo. D'ailleurs, Porto-Novo est l'une des rares villes qui a enregistré le plus d'initiatives citoyennes, comme la Fondation. Nous avons eu plusieurs associations de développement de Porto-Novo. Mais qui ne lui profitent pas, bon, en fait, finalement. Tout cela, par exemple, le professeur Agossou dont j'ai parlé, ce sont les pionniers de l'initiative citoyenne à Porto-Novo. Nous l'avons rencontré, il nous a encouragés. Il nous a dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Nous aussi, c'est la jeunesse qui prend la relève. Nous allons faire ce que nous pouvons, bien sûr avec les aînés. Les aînés ont la sagesse, la jeunesse a la vigueur. Ensemble, nous allons essayer de faire quelque chose pour Porto-Novo. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que déjà, au niveau les riverains, les Porto-Noviens même ne croient pas en la chose? Au contraire, je pense bien que les Porto-Noviens y croient. Et même les Porto-Noviens de la diaspora. Pour une petite anecdote, puisque la Fondation a un programme de marketing territorial, et nous avons entre-temps fait une publication sur la place de l'indépendance de Porto-Novo. On n'ose même pas l'appeler place de l'indépendance, ce que nous avons comme place d'indépendance. Et un Béninois de l'extérieur au Canada nous a contactés en nous disant que la statue qui est à la place de l'indépendance a été construite par un certain Koukoui, un artiste. Et que ça n'honore pas la famille Koukoui que la statue soit dans cet état. Et qu'il va mobiliser les autres membres de sa famille et qu'ils vont essayer de... Il est Koukoui, lui. Il est Koukoui, lui. Et donc, il a contacté comme ça la Fondation. Nous avons dit, OK, ensemble, nous allons essayer de faire quelque chose. Et dans le temps aussi, la Fondation avait organisé une campagne de mobilisation autour de la place de l'indépendance. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait un litige au niveau de la place, ce qui fait que la place a été abandonnée. Donc là, je profite pour lancer un appel aux autorités, parce qu'un pays qui n'a pas de place de l'indépendance, c'est déjà un problème. Nous ne sommes pas fiers de notre indépendance pour que, à l'état actuel, Porto-Novo, le Bénin n'ait pas une place de l'indépendance. Et Porto-Novo, le problème de Porto-Novo ne concerne pas que les Porto-Noviens. D'ailleurs, nous, à la Fondation, nous disons et nous allons lancer bientôt un programme qui s'appelle 10 millions de Porto-Noviens. Nous sommes 10 millions de Béninois, mais nous sommes aussi 10 millions de Porto-Noviens, parce que Porto-Novo est la capitale de Bénin et le développement de Porto-Novo concerne tout le monde. Si Porto-Novo est dans cet état, ça n'honore pas les Porto-Noviens, mais ça n'honore pas tous les Béninois. Il faut qu'ensemble, c'est pourquoi les actions de la Fondation, nous nous tournons vers les fils de Porto-Novo, mais aussi vers les 10 millions de Porto-Noviens. Et quelles actions concrètes menez-vous pour déjà atteindre ces objectifs-là? Au niveau de la Fondation, nous avons plusieurs projets et nous travaillons main à main avec la municipalité. Parce qu'il faut dire qu'aucune action ne peut se mener sans l'appui de la municipalité. Et les fondements même de la Fondation territoriale se retrouvent dans la décentralisation. Mais aujourd'hui, les problèmes de la décentralisation sont quoi? Il y a une faible participation des populations. Et aussi, l'administration territoriale est devenue une machine à gaz. C'est-à-dire? Une machine administrative. On fait beaucoup, mais ça ne donne rien. Ce n'est pas le cas de Porto-Novo seul. La décentralisation en général, ça ne marche pas. Donc nous voudrions être ce bras opérationnel de la mairie, de la municipalité pour les actions dans la ville. Parce que la décentralisation, c'est non seulement l'administration, mais c'est aussi l'animation du territoire. Et c'est ce côté-là que la Fondation veut prendre. Pour cela, nous avons organisé en septembre 2017, I Love Porto, une campagne qui consistait à mobiliser les fils de Porto. J'aime Porto. Oui, j'aime Porto.
pour essayer de renouer avec cet attachement à Porto-Novo. Et l'attachement existe, d'ailleurs dans notre action de marketing territorial aussi. Nous avons un programme de communication digitale sur Porto-Novo. Et un programme de communication digitale sur Porto-Novo. C'est du marketing territorial. C'est du marketing territorial, city branding, comme le disent les Américains, qui consiste à vendre la ville. Parce que quelles que soient les idées que nous avons, quels que soient les projets que nous avons, si nous n'intéressons pas les gens à la ville, je pense que nos projets ne vont pas évoluer. Donc nous travaillons en sorte de vendre la ville. Nous utilisons la ville comme un produit et nous essayons d'organiser un marketing autour pour vendre la ville. Donc la communication digitale, c'est à travers une page Facebook, un site web, où nous essayons de vendre les mérites de la ville. Non seulement pour faire aimer Porto-Novo, mais aussi pour faire venir à Porto-Novo, amener les investisseurs. Voilà. Et je crois aussi que c'est la responsabilité de la mairie. Moi, si j'étais maire, lorsque je vois, c'est valable pour Porto-Novo, mais c'est valable pour toutes les autres villes, lorsque quelqu'un vient construire un hôtel ou bien toute autre chose dans votre ville, c'est à vous d'aller vers lui, de dire « Ah, mais vous êtes venu construire telle chose dans ma ville, mais c'est intéressant, je vous encourage, je vous remercie. Quelles sont vos difficultés? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que vous ne fassiez pas faillite ?» Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de venir investir à Porto-Novo. Vraiment. Les gens ont vraiment peur de venir. On a les quelques grands hôtels, mais on sait comment ça fonctionne aussi. Oui, on se dit, bon, si on fait ceci à Porto-Novo, ça ne va pas marcher. Mais je vais vous donner un exemple, celui du parc d'attractions. Au début de ce parc d'attractions, on se disait, oh, cette affaire ne peut pas marcher à Porto-Novo. Les Porto-Noviens ne consomment pas ce genre de produits. Mais ça a commencé, il y avait une affluence terrible autour du parc d'attractions, ce qui a amené d'autres personnes dans la ville à multiplier les parcs d'attractions. Donc, effectivement, il y a des atouts à Porto-Novo. Et si nous ne vendons pas ces mérites de la ville, les gens ne vont pas s'intéresser. Donc, c'est à cela que travaille la Fondation à travers son programme de marketing territorial. Le marketing territorial, donc, c'est la communication digitale pour la ville. C'est aussi une marque ville que nous allons lancer bientôt, c'est-à-dire des étrennes, des t-shirts griffés à la marque de la ville qui permettent aussi de vendre le nom de la ville. Et ensuite, c'est un label des entreprises citoyennes. Mais vous vendez des étrennes et tout. Est-ce que c'est pour nourrir les membres de la fondation? Ces fonds vont servir à quoi? Ces fonds, effectivement, vont servir à financer des projets dans la ville. Et actuellement, nous travaillons aussi sur un forum, le Forum citoyen de Porto-Novo, qui sera une plateforme de crowdfunding pour mobiliser le financement auprès de la diaspora, mais aussi auprès des fils de Porto-Novo. Donc le modèle, c'est nous lançons un appel à projet, nous soumettons le projet sur notre plateforme et les populations pourront cotiser, non seulement sur les fils de Porto-Novo, mais aussi ceux qui sont ailleurs, même ceux qui ne sont même pas béninois, peuvent nous accompagner à réaliser ces projets dans Porto-Novo. Parce que le développement de la ville, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement la mairie, c'est aussi la population. Mais l'État a quand même fait quelque chose. Nous avons l'agence, je crois, de développement, de réhabilitation de la ville de Porto-Novo. Bon, l'agence, oui, l'État fait ce qu'il peut. Mais finalement, est-ce que ça ne fonctionne pas, cette institution-là? L'agence ne fonctionne pas actuellement. Je ne crois pas que l'agence soit toujours fonctionnelle. Et c'était un gouvernement passé qui l'avait mis en place. D'ailleurs, je vais saluer le gouvernement actuel qui fait quand même un effort, qui a affiché un effort pour le développement de Porto-Novo. Mais nous ne pouvons pas rester sur nos lauriers, nous ne pouvons pas rester sur notre faim. Il faut qu'on nous donne plus, nous voulons plus. Porto-Novo a besoin de plus. Et Porto-Novo a besoin de plus. Concrètement, qu'est-ce que l'État doit aujourd'hui faire de façon concrète pour la ville de Porto-Novo? De façon concrète, bon, l'État a déjà commencé avec la voie inter-État qui a été lancée, qui, nous l'espérons, sera achevée très bientôt et qui, d'une manière, va changer aussi l'image de Porto-Novo. Et nous demandons aussi à l'État, le programme existe, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'asseoir pour faire un plan de développement. Il y a le plan de développement pour Porto-Novo. D'ailleurs, à la Fondation, nous travaillons sur la base du plan de développement municipal. Et donc, tous les projets qui sont dans ce plan, il faut qu'on les mette en œuvre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on ira chercher une solution miracle. Donc, il faut revoir l'urbanisation de la ville. Surtout avec une seule porte d'entrée, ça fait également peur. Ce n'est pas possible. Un seul pont délabré pour entrer dans la ville. Délabré vraiment. Je crois que le gouvernement a ce projet-là de réaliser un autre pont. Nous les encourageons et nous sommes toujours disposés
à mobiliser les citoyens pour accompagner l'action du gouvernement. N'est-ce pas? En tout cas, la réalisatrice de son côté, Gricel Sagour, nous a envoyé de très belles images de la ville de Porto Novo. Voilà, vous avez de très belles images pour vendre aussi la ville capitale. Il faut recevoir aujourd'hui des investisseurs. Bon, c'est vrai, l'État peut faire ce qu'il peut, mais si les investisseurs peuvent venir dans notre pays, à Porto Novo précisément, investir, ce sera toujours pour le développement de la ville capitale. Merci beaucoup. Merci Fabrice Nounan. Vous êtes président de la Fondation Porto Capitale. Un mot pour terminer. Alors, un mot, j'appelle tous les citoyens, les fils de Porto Novo à adhérer à la Fondation. C'est ensemble que nous allons faire le développement de Porto Novo. J'invite aussi les autorités à nous donner la main pour qu'ensemble nous changeons l'image de Porto Novo. De Porto Novo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bien des choses aux autres membres de la Fondation et surtout pour cet amour pour la patrie que vous, jeunes, vous avez pour déjà le développement de votre ville, Porto Novo. Et nous vous invitons à Porto Novo prochainement. Je suis de Porto Novo, je dirais. On a besoin de voir la Fondation alors. Nous avons besoin des fils de Porto Novo. Bon, sans être de la Fondation, on travaille, voilà, on travaille avec vous. Voilà, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, après donc Fabrice Nounan, président de la Fondation Porto Capitale, qui nous parlait du développement de la ville capitale, on va recevoir Brice Bonou, acteur culturel dans Horizon Culture. L'espoir est permis pour notre théâtre béninois. On va recevoir Brice Bonou tout à l'heure, mais d'abord, suivons ce reportage réalisé par Marcella Rossi sur l'art du spectacle. Les arts du spectacle vivant regroupent un grand nombre de disciplines qui exigent la représentation devant un public. Sous d'autres cieux, il existe des instituts de formation en la matière. Mais au Bénin, il n'y en a presque pas. Je ne veux pas dire que nos dirigeants manquent de culture. Je ne veux pas dire non plus qu'ils ont toujours manqué d'ambition. Mais tout peut porter à croire ça. Parce que quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Dahomey d'alors, sous la conduite du directeur de la culture, de la jeunesse et des sports, du nom de Campbell Flavien, devant les plus grandes nations du monde, le Dahomey d'alors avait eu le premier prix. Premier prix en théâtre au Festival des Nations. C'est depuis 1962. C'est ce prix-là qui a poussé Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire d'alors, à appeler ce même expert en disant si ce petit pays réussit à avoir un premier prix au Festival des Nations, au Théâtre des Nations, il faut que mon pays ait le premier prix tout le temps. Alors pour que mon pays ait le premier prix tout le temps, c'est qu'il faut former les gens pour avoir le premier prix. C'est une école que moi je veux, non un spectacle. C'est comme ça que l'INA, l'Institut d'art de la Côte d'Ivoire, est né. Par un coup de tête, par un sursaut d'orgueil, et d'orgueil et de patriotisme de Houphouët-Boigny. Le Bénin dispose d'artistes talentueux, très applaudis sur scène, bien qu'étant des autodidactes. Néanmoins, les professionnels conseillent le passage par une école de formation. La pratique est la mère de la connaissance. Je crois que c'est vrai. Et c'est en travaillant comme ça en France que j'ai compris une chose fondamentale. J'ai compris que apprendre un métier, c'est encore autre chose. J'avais du talent, mais le talent seul ne suffit pas. L'expérience qu'on peut acquérir dans une troupe qui fonctionne pendant 10 ans, je vous assure, dans une école dynamique, avec un programme de formation conséquent, en 3 ans, on peut acquérir l'expérience qu'on a dans une troupe fonctionnelle pendant 10 ans. Artistes ou techniciens, ces métiers de passion se méritent et seuls les plus talentueux émergent.
Et on retrouve Brice Bono, expert en théâtre, pour parler de notre théâtre béninois. Le 27 mars passé, c'était la journée mondiale du théâtre. Et d'ailleurs, on va entrer dans les débats, dans les échanges avec le message de la journée mondiale, de la journée au niveau de l'Afrique. Oui. N'est-ce pas, Monsieur Bono? Merci d'être là. Bonsoir. Merci. Vous pouvez nous livrer déjà le message très rapidement? Oui, je vais déjà expliquer pourquoi il y a un message spécifique pour l'Afrique. Parce que cette année, c'est les 70 ans de l'Institut international de théâtre. Donc, ils ont voulu que chaque continent soit représenté par un acteur majeur. Et le continent africain est représenté par Werewe King de la Côte d'Ivoire, d'origine camerounaise, mais bon, qui est en Côte d'Ivoire depuis 1978, donc on dit de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, quoi. Voilà. Et donc, c'est un long message, mais on ne va pas le lire tous. On va juste faire la première partie. Oui. Un jour, un humain décide de se poser des questions devant un miroir, le public, de s'inventer des réponses et devant ce miroir, le public, de se critiquer, de se moquer de ses propres questions et réponses, d'en rire ou d'en pleurer, n'importe, mais au final, de saluer et de bénir son miroir. Pour lui accorder cet instant de dépit et de répit, il se courbe et le salue pour lui témoigner gratitude et respect. Tout au fond de lui, il cherchait la paix avec lui-même et avec son miroir. Il faisait du théâtre. Il faisait évidemment du théâtre. Alors, le théâtre au Bénin, on aurait aimé avoir le FITEB qui est souvent organisé en cette période-là de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, mais c'est, je dirais, reporté au mois de novembre. On se demande bien les raisons pour lesquelles ça a été fait ici. Ben, les raisons, elles sont toutes simples. Il ne faut pas qu'on fasse le FITEB pour faire le FITEB. Et le ministre l'a expliqué aussi plusieurs fois, il faut certaines conditions pour faire un FITEB, on va dire, du nouveau départ. Un FITEB du nouveau départ, voilà. Il faut plus d'une année pour organiser cela? Non, il faut qu'on ait tout pour le faire. Donc on espère donc avoir tout en novembre. Eh bien, si on a déjà un budget de 300 millions, comme l'a annoncé le ministre, c'est qu'on a déjà suffisamment de moyens. Et le directeur du FITEB, Eric Hector, voilà, il va remettre tous les éléments de préparation qu'il avait déjà mis en place, il va les améliorer pour qu'en novembre, du 16 au 24, on ait du bon FITEB. On ait un bon FITEB. Ah ben là, ça veut dire que cette édition, la célébration de cette année, il n'y a rien eu au Bénin? Il y a eu. Il y a eu le Centre béninois de l'international théâtre, donc le CBIT, qui a organisé une journée commémorative. Il y a plein d'événements qui se sont passés. Il y a même chez le UTB, donc quand je voyais l'élément passé, je vois Dean. Bon, je me dis, ça tombe très bien. Et donc, Aloubine Dean a accueilli un spectacle dans son école et le ministre est passé. Ah, le ministre de la Culture y était. Il y était, donc c'est la meilleure façon de commémorer cette journée-là. Ah ben ça c'est intéressant, ça veut dire que quelque part il y a la volonté politique. Il y a la volonté politique actuellement avec l'équipe que nous avons et on se dit si on force, on va pouvoir avoir des résultats probants. Mais que dire de notre théâtre au Bénin? Et notre théâtre, il se porte très bien. Parce qu'on vous a eu sur le plateau il y a quelques mois, je crois, oui. C'était pas le cas, hein. Oui. Pas trop bien, il était un peu malade, là. Voilà. J'aime pas dire que le théâtre béninois il est malade, il n'est pas malade. D'accord. Il manque d'éléments pour qu'il se porte mieux, mais il va bien. Il va bien d'autant plus que les acteurs sont là. Ils travaillent tous les jours. Ils n'ont plus les mêmes entrains, ils n'ont plus les mêmes espaces, mais ils travaillent. Maintenant, avec les projections que nous avons, nous allons avoir plein de centres d'expression, parce que je l'ai dit sur le plateau, le problème qu'on a au Bénin, c'est parce qu'on n'a pas d'espace de diffusion. D'espace de diffusion. Ça ne sert à rien de créer si tu ne peux pas jouer. N'est-ce pas? Et là, on projette faire des espaces, j'espère que, voilà. On va poursuivre les échanges parce que là, il est 19h45 et il nous faut retourner l'antenne à la rédaction pour le journal avec Nadège Sani. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information. Tout de suite, le sommaire.
Pour mieux vendre sa structure ou son produit, certaines personnes font recours au spot publicitaire. Sa conception se fait selon des normes à découvrir dans cette édition. De par leur création, les stylistes béninois travaillent à la modernisation des richesses vestimentaires du pays. C'est un secteur qui peut propulser le pays vers le développement. Quel bilan fait-on de ce secteur? La réponse dans un instant. On reste toujours dans le secteur de la culture pour vous parler cette fois d'Anthony Gormele, un sculpteur dont les nouvelles créations prennent la forme du corps humain. Utilisé pour accroître la visibilité d'une entreprise ou pour faire connaître un produit, le spot publicitaire est un moyen de communication qui nécessite des normes bien définies. Elle est adressée à une cible bien déterminée. Son utilisation n'est plus à démontrer. Comment réaliser un spot publicitaire et quelles sont les normes à respecter au cours de la conception? Suivons ce reportage de Marcel Gbetoro et Mathieu Soukeno. Faire le ménage, pour moi, c'est pas compliqué. Succinct, explicite, défini et adressé à une cible bien déterminée, le spot publicitaire est un élément vidéo ou audio destiné à promouvoir un produit ou une entreprise. Sa réalisation respecte des normes. En termes de durée, dans les normes pour un spot radio, la norme voudrait que ce soit un truc de 25 à 30 secondes. Le spot télé doit durer 30 secondes. Mais on peut aller au-delà. 45 secondes, voire 60 secondes. Dans le cadre des spots publicitaires qui sont les cas les plus récurrents et que nous recevons, nous enregistrons ici, les durées sont connues. C'est soit 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes ou à la limite 60 secondes. De la pré-production à la post-production, la réalisation d'un spot publicitaire suit un processus bien élaboré et les acteurs qui entrent en compte sont connus. Pour la réalisation d'un spot publicitaire, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. D'abord, lorsqu'on prend un spot radio, il faut d'abord, avec le client, avoir ce que nous appelons le briefing annonceur. L'agence essaie de proposer ce que nous appelons un script radio. Pour réaliser ce spot audio, on a besoin forcément d'une voix off. Il y a l'étape du mixage qui vient, où le monteur audio numérique se charge de nous proposer en fait le spot. Lorsqu'on quitte le spot radio pour le spot TV, là c'est un peu plus complexe. D'abord, il y a des spots TV qu'on fait avec des acteurs. Il y a des spots qu'on fait avec du motion design, c'est-à-dire c'est de l'animation, des images et des tests qu'on fait. Et pendant le tournage, on tient compte du storyboard qui a été proposé et validé par le client pour tourner. La durée, quant à elle, varie d'un tournage à un autre. Minimum, il faut 15 jours si c'est un spot avec acteur. Compte tenu des exigences des clients, il y a des spots que nous réalisons en un temps record, en 72 heures par exemple. Le temps de faire le casting des acteurs, le temps de faire le repérage, le temps de tourner, le temps de faire la post-production et puis éventuellement s'il y a des débriefs et autres, et puis on livre. Sans aucune évidence, la publicité intervient dans la croissance d'une entreprise. Au Bénin, la loi reconnaît la pratique. Je crois déjà qu'il y a une réglementation, une loi qui régisse déjà cet aspect de la chose. La loi 2015-07 qui porte sur le code de l'information et de la communication en République du Bénin. Donc dans ce code déjà, on définit comment est-ce qu'une entreprise, une agence de production qui est dans le domaine du publicitaire doit réglementer en fait tout ce qu'il fait. D'une consommation très prisée dans le monde commercial, le spot publicitaire, au-delà de son caractère accrocheur qui cherche à aguicher le public, reste un instant de distraction. Son utilisation mérite plus d'attention. Bonne heureuse année.
C'est l'un des secteurs qui peuvent actionner très rapidement le développement culturel d'un pays. La mode apparaît donc comme un levier de développement au Bénin. Les créateurs de mode s'efforcent tant bien que mal de valoriser les richesses vestimentaires béninoises. Mais quel est l'état actuel de la mode au Bénin? Eman Rodrigue Amengan, Dine pour Aïma. L'état actuel de la mode au Bénin, je pourrais dire, sans me tromper, que la mode se porte plus ou moins bien. Je dirais que la mode au Bénin a commencé, je vais dire, à se porter très bien. La mode est en plein développement, en plein essor. Du bout de leurs aiguilles et de la force de leur imagination, ils confectionnent des tenues révélatrices d'une identité. Et de plus en plus, leur créativité est reconnue et appréciée à sa juste valeur. Il y a assez de gens aujourd'hui qui s'intéressent davantage à la mode et ça permet à nous qui étions dedans depuis un moment et aux professionnels de la mode de s'améliorer et d'aller davantage à l'affront. La mode se porte peut-être bien au Bénin, mais elle pourrait encore jouir d'une meilleure vitalité si le secteur se professionnalise davantage. En clair, la formation se présente comme un impératif. Je crois qu'il faut d'abord commencer par l'état de la formation. Il faut rassembler les jeunes, donner du recyclage à ceux qui ont déjà un niveau intéressant et former ceux qui viennent d'arriver. Tout part de la formation. Aujourd'hui, l'industrialisation de la mode n'est pas encore effective au Bénin. Donc c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui. Vous remarquez tout simplement, il y a le tissu qui est du Ghana par exemple. Dès qu'on voit, même si c'est copié par quelqu'un d'autre, on sait que ça vient du Ghana. Le Bénin, c'est quoi? On se pose cette question. Une préoccupation dont la réponse se trouve peut-être déjà dans la stratégie du gouvernement pour la relance du secteur des arts et de la culture au Bénin, dévoilée le 21 février dernier. Une feuille de route qui accorde une place importante à la mode. La concurrence est rude au plan régional en matière de création de collections et d'événements fashion. C'est pourquoi les créateurs de mode du Bénin se sont mis en association pour propulser et dynamiser encore un peu plus le secteur. On a besoin quand même de formaliser un peu les choses, de structurer les choses. C'est notamment ce pourquoi nous avons eu l'initiative de créer l'Association des créateurs de mode du Bénin, la CMB, parce que nous voulons absolument avoir une visibilité aussi bien nationale qu'internationale. Le Bénin regorge de variétés vestimentaires et de créateurs dont le savoir-faire fait l'unanimité. Reste à trouver le mécanisme pour imposer le style béninois au-delà de nos frontières. Mina Agossi, une des figures de pro du jazz béninois qui évolue en Europe après des expériences dans le théâtre, le rock, puis le blues. Elle se découvre dans le jazz en 26 ans de carrière. Elle devient une artiste atypique et entière du jazz qui est Mina Agossi. Dine Bouraïman et Patrick Adjakboudjou nous emmènent à sa découverte. Mina Agossi, une chanteuse de jazz franco-béninoise. Sa passion pour ce genre musical afro-américain est née à un moment où elle s'y attendait le moins. C'est le début d'une carrière. Moi j'ai découvert le jazz assez jeune, mais j'étais pas plus intéressée que ça. J'étais très branchée rock. Moi je voulais faire du rock. Et le déclic jazz est venu grâce à une personne qui m'a fait découvrir le jazz. Je ne savais pas ce que c'était et c'était en 92. Ça a complètement changé ma vie. J'ai décidé de devenir chanteuse à partir de ce moment-là de jazz. Le jazz, une musique de métissage
qui tisse ses origines du sud des États-Unis d'Amérique. Le jazz, on va dire que c'est une musique qui cherche à faire jouer tous les musiciens, que chaque musicien puisse s'exprimer, faire des solos, donc des moments d'improvisation sur le morceau. Et il y a un thème, il y a un fil conducteur, et moi je rebondis dessus, c'est un petit peu ça l'idée. Mina Agossi se dévoile uniquement face au public. Je chante sur scène, je chante pas en dehors de la scène. Ça c'est vraiment quelque chose de sacré. Je pense que c'est peut-être ça le secret. Toute l'énergie est vraiment canalisée. Je perds jamais d'énergie avant de monter sur scène, jamais. « 26 ans déjà qu'elle fait carrière dans le jazz. Mina Agossi offre à ses admirateurs au moins un album en 2 ans. Je suis à mon 12e album officiel. Mais en fait, très honnêtement, je ne sais plus si c'est pas 13. C'est peut-être 13. Mais voilà, il y en a eu à peu près sur 26 ans. Il y en a eu un tous les 2 ans à peu près. Mina Agossi dévoile son côté social et humaniste. Elle ambitionne construire à Porto Novo un centre polytechnique de prise en charge des filles mères déscolarisées ou mises à la rue par leurs parents. Anthony Gormley est un sculpteur britannique qui s'inspire du corps humain pour réaliser ses œuvres. Ses œuvres sculpturales cherchent à créer une synergie visuelle avec le public. Reportage. Être humain, les nouveaux corps du sculpteur Anthony Gormley. Certaines sculptures semblent faire du yoga. L'une se tient debout sur la tête, l'autre paraît renforcer sa sangle abdominale. On nous répète que nos corps ne comptent pas. On doit les emmener à la salle de gym comme s'ils étaient des chiens qu'on sortait pour faire de l'exercice. Cette exposition avait suscité de la curiosité, mais aussi de la peur. Certains prenant les sculptures pour des gens prêts à se suicider en se jetant dans le vide. Le sculpteur explique qu'il ne cherche pas à raconter une histoire et que ces sculptures sont là simplement pour susciter de l'émotion chez ceux qui les regardent. Le public leur donne ce dont elles manquent, évidemment la pensée, les sentiments et le mouvement. Donc ils sont l'immobilité et le silence inhérents à la sculpture comme catalyseur de votre être. À Shanghai, où il a exposé l'année dernière, il a été inspiré par les gens qui pratiquent tous les matins le tai chi, une forme de gymnastique douce. Gormley s'est servi de fer pour sculpter ces formes semblables à des brindilles. Il déclare s'être inspiré partiellement de civilisations anciennes comme les motifs angulaires utilisés par la poterie et l'architecture grecque. L'idée est vraiment, peut-on penser au corps moins en tant que lieu de l'idéalisation de la représentation ou d'un récit, et plus en tant que lieu de transformation, un lieu où la pensée et les sentiments prennent naissance. Anthony Gormley, 67 ans, est probablement le sculpteur moderne le plus connu du Royaume-Uni. Il passe sa vie à explorer la relation entre le corps humain et l'espace. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 19h45. Merci donc à vous, Nadège Soni. On retrouve notre expert en théâtre, Brice Bonou, pour parler du théâtre au Bénin. Et ce sera dans Horizon Culture. On a commencé les échanges avant le journal. Après lui, on aura Herman Degla, expert en neurosciences, pour parler de la santé des enfants. Un sommeil de qualité est primordial. Et on revient sur Horizon Culture, on revient pour parler du théâtre. Et on disait tantôt qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut pour que le théâtre béninois se porte encore mieux. Oui. Il y a d'abord les espaces de diffusion, là où les acteurs vont jouer. Après, il y a la formation. Au Bénin, aujourd'hui, il n'y a que l'École internationale de théâtre du Bénin qui soit une école formelle de formation en théâtre, je veux dire. Il y a d'autres écoles d'art, mais en théâtre, il n'y a que l'EITB. Et on a besoin de plus que l'EITB. Et je pense que si nous prenons le nouvel envol dont nous rêvons depuis un moment, beaucoup de ces espaces vont se mettre en place. Et aussi, je pense que l'État permettra aux acteurs, aux différents acteurs, de créer ces espaces de formation
parce qu'on a plein de relations avec des amis d'Afrique et d'Europe qui peuvent arriver pour encadrer des jeunes comédiens, metteurs en scène, régisseurs et tout ce qu'on veut ici sur place. Il n'y a pas ces compétences-là dans notre pays? Mais il y en a plein aussi. Hein. Il y en a plein aussi, mais on gagne toujours à se frotter. Moi, je définis toujours la culture par l'ouverture. La culture, c'est l'ouverture. On a beau s'enfermer parce qu'on a les compétences. Si tu ne t'ouvres pas pour apprendre des autres, pour entendre et voir ce qui se passe ailleurs, eh ben, la belle preuve, lorsque vous êtes sur la route, celui qui vous insulte tous les jours, c'est parce qu'il n'est jamais allé à Lomé à côté. Ah C'est bon? parce que oui, il a quitté son village natal, il vient à Cotonou, c'est normal. Il n'a pas la même compréhension des choses. Il n'a pas vu autre chose. Autre chose que ce qu'il voit tout le temps. Quand tu vois autre chose, tu es ouvert. C'est ça qu'on appelle la culture. Mais l'autre chose, l'autre problème, je dirais, selon moi, pour le théâtre béninois, c'est qu'on voit que les mêmes têtes, toujours les mêmes images au spectacle. Il n'y a pas autre personne, à part vous, à part Alouguindine, il n'y a pas autre jeune qui émerge. Il y en a plein. Je comprends pourquoi vous ne voyez que les mêmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace d'expression. Comme vous le disiez. Et puis la plupart d'entre vous, sans vous condamner, vous n'allez pas vers le théâtre. C'est le théâtre qui vient vers vous. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, parce qu'on n'a plus cette culture du théâtre. Et cette culture, on va la voir, par exemple, il y a un projet novateur du gouvernement, les classes culturelles. Mais les classes culturelles, il n'y aura pas de suite si on ne met pas des espaces de diffusion. Si on ne met pas des créneaux de regroupement, si par exemple les classes culturelles ne font pas des éliminatoires départementales et après on se retrouve au niveau national et les scolaires se confrontent à Cotonou, à Nati Tengo, on s'en fout, on choisit un lieu comme ça se fait sur le niveau sportif. Sportif, tout à fait. Il faut qu'on le ramène là pour qu'ils échangent dès la base, que des élèves, des écoliers viennent prouver qu'ils sont capables de. Et après ça, ils vont évoluer avec cet esprit de on va chercher l'information, on va chercher. Et du coup, les spectacles qui, de plus en plus, vont répondre aux besoins de la population, pour le moment, on a besoin de faire des spectacles gratuits. On a besoin de faire des spectacles dans l'entreprise. Parce que vous le savez mieux que moi, en plus, vous pensez que la meilleure façon de rendre son travail, c'est de travailler de 7h à 19h. Et la plupart des entreprises, c'est ça, parce qu'on veut maximiser le profit. Mais lorsque dans une semaine, dans un mois, vous arrivez à donner 2 heures de créneau à vos employés pour qu'ils aient 1h, 1h30 de spectacle, je ne parle pas forcément de théâtre, mais autre chose, vous allez voir, ça va être plus rentable après. Mais on s'enferme dans du travail tout le temps. Mais le théâtre est là pour apporter cette réponse-là. Ce qu'on vit là aujourd'hui... On vise le développement de notre nation. Est-ce que le théâtre peut également nous le permettre? Absolument. Absolument. Aujourd'hui, tout le monde est crispé parce qu'il y a une tension. Mais tu ne peux pas t'asseoir dans une salle de théâtre et être crispé. Même si on te projette ta propre image sur la scène, même si le gars il te parle de toi, il peut même appeler ton nom, il peut te caricaturer, tu vas rire. Et après, à la fin, et c'est ça la fonction du théâtre, à la fin, il passera un message. Il te donnera ce qu'il faut faire. Et c'est ça les autorités doivent comprendre. Il faut aller au théâtre. Même si tu vas dans des certifs sociopolitiques où on parle de ta gouvernance, le gouvernant, donc le ministre ou le chef de l'État ou le directeur, il faut qu'il aille écouter ce que le peuple pense de lui. Et ce sont les hommes du théâtre qui font passer le message du peuple. Et je crois que le chef de l'État a quand même donné l'exemple en début de son mandat. Oui. N'est-ce pas? Et nous attendons le deuxième. Oui, nous attendons le deuxième. Un mandat, c'est 5 ans. Il n'y a jamais un premier sans un deuxième. S'il ne va qu'au spectacle qu'une seule fois, bon. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y va en privé, sans caméra, comme il sait le faire. Oh bien. Mais quelle est la qualité de notre théâtre? Lorsqu'on fera une étude comparative peut-être de la sous-région? On reste, je ne veux pas dire on reste les meilleurs, mais on reste bon. On reste bon parce Pourquoi que... pas les meilleurs? On sera toujours les meilleurs, mais il faut être un peu modeste. On est bon justement parce que on travaille tous les jours à tendre vers la perfection, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a un passé déjà un peu lointain maintenant, c'est dommage. Les troupes théâtrales béninoises étaient attendues à tous les festivals. N'importe où dans le monde, on attend. Même au niveau universitaire, au niveau scolaire. Quand c'est un regroupement international, on attend les Béninois. C'est eux qui donnent le ton en griffe à l'événement. Maintenant, il n'y a plus ça, parce que beaucoup de gens ont atteint le niveau qu'on avait aussi et qui travaillent, parce qu'eux, ils ont compris, au-delà de ça, il faut améliorer. Et la plupart de tout ce qu'on innove chez nous au Bénin, vous allez le voir dans un pays d'à côté, ils vont plus loin, mais nous, on va se torpiller jusqu'à ce que ça va disparaître. Mais c'est ça le Béninois.
Mais si on met maintenant en place des instruments qui permettent à la jeune génération de prendre, les talents sont là. Ceux qui allaient au festival Les Gaillets, ils sont là, ils sont vivants. Ils sont là, et ils ne sont pas morts dans la tête ni physiquement. Donc ils sont capables encore de créer, mais il faut juste les méthodes, les moyens, qu'on ait un cadre qui leur permette de vraiment travailler, de s'exprimer. Et vous allez voir, le théâtre béninois, il va encore remonter. Remonter. L'espoir est permis donc. L'espoir est permis, mais l'espoir est même déjà là. N'est-ce pas? Mais il y a quand même, je ne vais pas vous laisser partir sans rapidement avoir votre avis sur le thème retenu déjà pour le FITEB en novembre prochain. Oui, le FITEB, c'est une fête. Ne nous crispons pas sur les thématiques. Et moi, je suis anti. Non, mais ça rassemble aussi. Oui, ça rassemble. Et d'ailleurs, même, vous allez voir, la célébration cette année, c'était autour de la paix. Et donc, si on avait lu tout le message, vous verrez les chutes, c'est la paix, parce qu'on utilise le théâtre comme moyen de communication, moyen pour apporter de l'information. Et donc, le FITEB, on ne va pas se crisper sur la thématique, ça va être une grosse fête. Et c'est dans plusieurs villes. Et il faut que la population sorte pour aller fêter le théâtre. Et comme ils l'ont dit, ça va se passer aujourd'hui dans toutes les villes, tous les départements, du pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci Brice Bonou, expert en théâtre, qui nous parlait de notre théâtre béninois. L'espoir, bon, l'espoir est là. Il est là. Ce n'est plus permis, c'est là déjà. C'est là déjà. Merci beaucoup Brice Bonou. C'était donc Horizon Culture. Mesdames et messieurs, le tout dernier plateau de ce soir, Nature et bien-être. Alors, Nature et Bien-être reçoit ce soir le neuroscientifique Herman Degla pour parler de la santé infantile. Un sommeil de qualité est primordial. Mais d'abord, suivons ce reportage. Le sommeil, normalement, a son rôle que ça joue, n'est-ce pas, dans l'organisme de l'homme. Dormir et surtout bien dormir, c'est mieux vivre. Lorsque nous dormons la nuit, ce sommeil profond que nous prenons, ça permet en réalité de calmer l'activité cérébrale au niveau de notre cerveau. Malheureusement, on ne dort plus assez et même à des moments donnés, on ne dort pas du tout. Chaque soir, par exemple, nous les jeunes, nous consacrons tout notre temps sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, et nous ne consacrons plus notre temps au repos. Nous n'avons plus le temps du sommeil. Il y a certains, puisqu'ils ont des exigences, ils ne rentrent pas tôt le soir. Ils doivent encore se réveiller tôt, ils font 4 heures de temps. Pour certains, ils peuvent faire 5 heures de temps et d'autres 6 heures de temps. La réduction du temps de sommeil, un comportement de plus en plus répandu dans notre société. Et selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance de France, on dort 1h30 minutes de moins qu'il y a 50 ans. Quelles que soient les raisons, le cerveau prend toujours un coup. Les matins, quand j'ai cours par exemple à 7 heures, quand je me réveille vite, je me précipite pour aller à l'école. Une fois dans la classe, je somnole. Vous savez que le cerveau est lié aux nerfs du corps. Donc si le cerveau ne se repose pas, qu'est-ce qui se passe? Il vous joue un sale tour le lendemain parce que vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous allez voir que plus vous faisiez d'efforts, mais cette fois-ci, vous rendez moins. Des avis renchéris par le neuroscientifique. Nous forçons à travers des abus modernes pour pouvoir rester debout et à travailler. Mais là, nous sommes en train de mal contrebalancer notre horloge biologique. Mal dormir, c'est risque de diabète, c'est risque de maladies cardiovasculaires, c'est risque d'obésité, c'est risque de maladies qu'on appelle auto-immunes, c'est-à-dire les cancers et des affections données. Et aujourd'hui, c'est encore démontré que lorsque vous avez moins de 6 heures de sommeil et plus de 9 heures de sommeil, vous avez du mal à procréer. Les hommes fabriquent des spermatozoïdes plus petits et à petite quantité, et les femmes font très vite des fausses couches. Gros dormeur, petit dormeur, lève tôt, couche tard, chacun a son propre rythme de sommeil avec ses horaires et ses habitudes. Mais une dette de sommeil est parfois un choc pour la santé. Cette activité biologique mérite donc la place qui lui revient. Et voilà le petit bébé là, ce bébé qui fait rire tout le monde ici. Oui, bon,
quand il ne dort pas la nuit, il essaie de mettre sa maman en éveil, lui aussi il ne va pas dormir. Ça c'est clair, et après on somnole. Alors on est sur le plateau avec Herman Degla, expert en neurosciences. On l'a eu à travers le reportage qui nous parlait du sommeil, des bienfaits du sommeil en général. Avec lui, on va s'appesantir sur le cas des enfants, des tout petits sur le plateau. Merci d'être là. C'est moi, je suis très heureux d'être là, comme d'habitude. N'est-ce pas? C'est un plaisir de vous avoir toutes les fois qu'il est possible de vous avoir. C'est sûr, puisque je suis dans l'amour, je ne ménage pas d'efforts pour le faire. C'est ce qui m'inspire, c'est ce qui m'aide et c'est ce qui me motive à être là et à toujours donner de l'amour. N'est-ce pas? Et je constate que je ne sais pas si c'est votre cerveau que vous avez là, sur votre poitrine. Je suis juste en harmonie avec ce que je fais. Je dors cerveau, je me réveille cerveau. À travers tout ce que je dis, j'ai un regard de cerveau et du coup, on me dit, mais écoute, tu développes une pathologie de cerveau là. Je suis très heureux. Non, on ne va pas parler de pathologie, de cerveau en tant que pathologie ici, mais de cerveau en tant que, je dirais, importance. Voilà, merci beaucoup à la réalisatrice, c'est ce qu'il a au niveau de sa poitrine. On croit que je développe une addiction pour le cerveau. Mais là, parlons du sujet qui nous retient ce soir, la santé des enfants à travers le sommeil. Oui. Quelle est la relation, le lien? Bon, je crois un enfant déjà de 0 à 5 ans a besoin de bien dormir parce que l'enfant est en croissance. Et on nous a tantôt appris que c'est lorsqu'on dort que nous fabriquons plus d'hormones de la croissance qui nous permet de grandir. C'est lorsqu'on dort qu'on fabrique les muscles. Dans la salle, on déchire les muscles, mais on dort, on fabrique des muscles. C'est lorsqu'on dort qu'on pousse les ongles. C'est lorsqu'on dort qu'on grandit. Et imaginez un instant... C'est lorsqu'on dort qu'on grandit. C'est lorsqu'on dort qu'on pousse les ongles. Oui, c'est lorsqu'on dort que les choses changent. Ce n'est pas lorsqu'on est en activité que les choses changent. C'est lorsque nous sommes au calme et que nous n'avons pas conscience et que les choses changent, les choses grandissent. Et ceci à travers nos hormones. Et notamment l'hormone de la croissance qui permet à l'enfant de se développer et de bien se développer. Et si l'enfant se développe mal, on parle de malnutrition, mais on rejoint à tout ça, tout ce qui est négatif. Mais si l'enfant est bien développé par une suralimentation aussi, parce qu'il y a des poids qui nous permettent aussi de mesurer si l'enfant est en train de développer une obésité ou une obésité modérée ou une obésité sévère. Et donc, c'est lorsqu'on dort est majeur pour l'enfant. Et quand nous prenons le bébé, vous allez constater que le bébé, au départ, ne dort pas la nuit, mais dort dans la journée. Oh, voilà. Et il faut 2 mois après la naissance pour que le bébé commence réellement par dormir la nuit. Parce que le bébé qui est au sein du ventre n'avait pas encore conscience de l'environnement dans lequel il se retrouverait. Voilà, et du coup, voilà notre star de ce soir. Voilà, et puis il a si bien fait tout à l'heure. Oui, il le fait encore. Somnolait. Et les enfants, ils ont souvent des façons psychologiques de montrer qu'ils ont sommeil. Même s'ils ne peuvent pas le dire par le langage avant que le langage ne vienne, ils ont des façons de le montrer. Et si les parents sont attentionnés à ça, tout de suite, les parents comprendront que l'enfant doit dormir. Parce que l'enfant, même quelquefois en voulant dormir, pleure. Oui. D'accord? Oui. Et les gens doivent savoir que lorsque l'enfant pleure, l'enfant dit tout ce dont il a envie. L'enfant de 0 à 5 ans, il te dit « j'ai envie, j'ai envie ». Mais à l'adolescence, on développe ce qu'on dit souvent, l'enfant commence à dire, ou l'adolescent commence à dire « je veux ». N'est souvent pas ce que ses parents veulent pour lui. Mais de 0, avant l'adolescence jusqu'à 5 ans et plus, l'enfant développe ce dont il a envie. C'est-à-dire c'est des nécessités dont il a besoin pour survivre et pour continuer à grandir. Donc il faut apprendre à écouter le langage réellement de l'enfant. De l'enfant. Mais lorsqu'on en vient déjà à ces écoliers que nous avons, ou à ces collégiens, encore jeunes, encore enfants, est-ce que le sommeil a un rôle à jouer déjà au niveau de leur intellect? Très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'intellect fiable, efficace, sans un sommeil reposant, sans un sommeil de qualité, sans un sommeil récupérateur. Il ne suffit pas de dormir, ok? Il faut avoir une qualité de sommeil donnée. Et ceci est lié à tout ce que l'enfant fait dans la journée et quelques minutes avant d'aller au lit. Parce que c'est lorsqu'on dort que le sommeil, le cerveau arrive à calmer les choses, régler les problèmes et donc
mais tout en branle le mécanisme qui permettrait à l'enfant, lorsqu'il serait en éveil, de pouvoir encore intégrer des données, d'être prêt à faire des choses, d'être prêt. C'est comme on dort, on se recharge, mais on décharge la batterie en cours de journée, donc il faut se recharger. Imaginez lorsque vous ne rechargez pas. Et si l'enfant ne dort pas, c'est qu'on prépare l'enfant à faire une démence, parce que le premier critère qui nous permet de détecter que la personne est en train de faire une démence, c'est lorsque les pensées ne s'arrêtent plus. Imaginez lorsque les pensées ne s'arrêtent plus, ne freinent pas, alors ça fait une démence. Donc, et c'est dû à un sommeil de mauvaise qualité ou au manque de sommeil? Oui, le sommeil de mauvaise qualité impacte beaucoup l'enfant. Et donc, si l'enfant ne dort pas tôt et bien, et dans des conditions données, ça voudra dire que n'attendez pas que votre enfant vous procure un bon résultat au niveau de son apprentissage, c'est-à-dire à l'école. Parce que l'enfant serait fatigué à l'école. Et donc, puisque c'est ça qui permet de capter, de soutenir l'attention. Et le cerveau ne traite que ce sur quoi il porte son attention. Et imaginez l'enfant qui n'a pas bien dormi et qui est en classe et qui somnole, ça veut dire qu'il ne capte rien et donc il n'est pas prêt à restituer. Oui, tout à fait. Et ça pose des problèmes concomitants, des problèmes concomitants qui vont régénérer et avec des conséquences à ne pas en finir. Et parlant de ces conséquences, à quoi doit-on s'attendre? Parce qu'il faut dire qu'il y a des enfants qui restent calés devant la télé et même à des heures tardives et il faut tout dire avant que, bon, il n'aille se coucher et tout. Est-ce que cela n'a pas un impact où il y a-t-il une durée, un temps à suivre déjà pour ces enfants-là, pour le sommeil? Bon, d'abord, il faut aider ces enfants à commencer à développer l'habitude reposante, d'aller se reposer, de savoir qu'il y a un temps pour pulser, mais qu'il y a un temps aussi pour dormir. Et l'enfant aussi en deux modes de vie, la maison et à l'école. Et donc, ce qu'on lui dit à la maison peut être contredit à l'école, ce qu'on lui dit à la maison peut être contredit à la maison. Mais ce qui est plus contredit, c'est souvent ce qui est dit à l'école qui est quelquefois contredit à la maison. Parce que l'enfant, lorsque ses parents lui parlent, il prend ça comme une mimétisme absolue, comme une vérité absolue que d'autres personnes. Et donc, les parents devront faire attention, savoir que les enfants les écoutent plus, même dans leur floutage, que d'autres personnes. Et donc, il faut aider l'enfant à d'abord une certaine forme d'alimentation, parce que si l'enfant n'est pas bien nourri, et que l'enfant est en carence biochimique d'un neurotransmetteur bien défini qui permet le sommeil bien profond, alors l'enfant aura le sommeil sera agité chez l'enfant. Et les parents ne sauront pas. Ils se disent non, ça va passer, mais là, vous êtes en train de préparer un enfant parce que ce neurotransmetteur s'appelle l'acétylcholine. Et à long terme, c'est ça qui génère ce qu'on appelle l'Alzheimer. Ok. D'accord? Donc, ça veut dire que ça crée des troubles de mémoire chez l'enfant. Et donc, la mémoire du travail a un problème, la mémoire à court terme a un problème, la mémoire visuelle a un problème, la mémoire auditive a un problème. Et donc, si on comprend ça et que l'enfant ne donne pas, c'est que vous êtes en train de préparer l'enfant à une dégénérescence de ces différentes mémoires qui ne plairaient pas. Donc, le mieux, c'est déjà commencer à inculquer à l'enfant que entre midi et 2, il te faut 1 heure de repos. Le soir, tu dois aller très tôt au lit, te passer de tout ce qui est iPad, téléphone, ordinateur, 2 heures avant le sommeil et d'amener les enfants à lire sur des vrais livres pour aller au lit, de prendre ses habitudes. Parce que moi, je conseille aux gens, quand je sens les gens au cabinet, je leur dis, si vous n'avez pas sommeil, prenez un bon livre. Un bon livre, là, c'est lequel? Un livre, je veux dire sur de vrais papiers, parce qu'il ne faut pas que les gens aillent lire sur leur ordinateur, leur iPad et tout, sur des vrais papiers. Et que vous lisez, vous allez finir par avoir sommeil et vous allez dormir. C'est une bonne manière de retrouver le sommeil. De retrouver le sommeil. Maintenant, quand il y a des carences biochimiques, il faut aller loin, parce qu'aujourd'hui, moi, je propose à des écoles de pouvoir faire les tests de mémoire à ces enfants-là, quitte à trouver une solution palliative leur permettant de réussir en milieu scolaire. Parce que si l'enfant a des troubles de mémoire et ne dort pas bien, il ne dormira pas bien tant que vous n'avez pas conscience, vous êtes dans l'ignorance, ça ne va pas donner de résultats. Et donc l'enfant irait à l'école
À l'école, l'enfant ne peut pas produire de résultats. Il peut être entouré des super professeurs. Il ne peut pas produire de résultats parce qu'il n'y a pas l'essence dans la voiture. La voiture est démappable. Le terrain sur lequel on travaille n'est pas bon. Et donc, il faut, lorsqu'on dépiste, c'est de dire aux parents, OK, votre enfant a un trouble de mémoire qu'il faut accompagner avec tel type d'alimentation, avec tel type de complément alimentaire. Lorsque c'est sévère, on envoie rapidement voir un médecin et avec le médecin, on se met en synergie pour voir quels sont les médicaments adaptés à la nature de cet enfant pour lui permettre d'équilibrer les choses. Et comme ça, l'enfant a la capacité de pouvoir porter, concentrer son attention et de suivre et donc d'intégrer et de restituer. Et vous voyez, et tout ça, c'est le sommeil. Et la nutrition, l'éducation en règle générale. Franchement, merci beaucoup. Merci Herman Degla pour tout ce que vous nous avez apporté sur ce plateau. Malheureusement, on a fait les 15 minutes là sans le savoir parce qu'il y a encore des choses à dire sur le sommeil de qualité. Le sommeil de qualité chez l'enfant. Mais n'empêche, on aura le temps de vous retrouver. C'est sûr, je veux juste dire que le sommeil est majeur pour tout le monde d'ailleurs. Il faut se reposer, même quand on n'a pas sommeil, quelquefois, entre midi et 2, ou je trouvais une journée 30 minutes par jour pour vous reposer. On ne peut pas dire dormir nécessairement, mais un repos physique, émotionnel, mental, c'est récupérateur quand même. Merci. Merci beaucoup, Herman Degla. Et ce sera d'ailleurs avec vous qu'on va mettre un terme au grand rendez-vous de ce soir. Mesdames et messieurs, voici la météo en rappel. Le grand rendez-vous de ce 29 mars 2018 s'achève ici même. Merci, merci, merci pour l'attention. On va se retrouver demain pour un autre numéro du grand rendez-vous, toujours pour votre développement personnel et pour le développement de la nation. À demain donc. D'ici là, portez-vous très bien.